Mars 1968. À l'apogée de la guerre froide, alors que le monde observe, terrorisé, l'escalade au Vietnam et la course à l'espace, dans le profond silence du Pacifique Nord, l'impensable se produit. Un sous-marin lanceur d'engins balistiques soviétiques, le K-129, disparaît. Les soviétiques lancent des tentant des recherches massives. Des dizaines de navires, de sous-marins et d'avions de reconnaissance ratissent l'océan. Mais ils ne trouvent rien. Le K-129, avec ses 98 hommes d'équipage, et surtout sa cargaison de 3 missiles nucléaires et ses livres de code de chiffrement, s'est volatilisé. Pour Moscou, c'est une tragédie nationale. Pour Washington, c'est l'opportunité du siècle. Alors que l'Union soviétique admet sa défaite et interrompt les recherches, le renseignement américain est déjà à l'œuvre. Grâce à un réseau secret d'hydrophones sous-marins conçu pour traquer les unités ennemies, la marine des États-Unis a enregistré un événement anormal, une explosion acoustique, suivie du bruit incomparable d'un effondrement structurel. Ils connaissent la zone approximative du naufrage. Le sous-marin spécial USS Halibut, réaménagé et équipé de caméras, de phares surpuissants et de sonars de pointe pour l'époque, est envoyé sur place. C'est une recherche désespérée. Une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un État américain entier, dans l'obscurité totale et à plus de 5000 mètres de profondeur. Après des semaines de lent balayage sur le fond marin, le Halibut le trouve, le K-129J brisé sur le fond de l'océan. Les photos prises sont choquantes. Elles montrent une épave dévastée, mais confirment la faisabilité d'une opération jamais tentée auparavant dans l'histoire de l'humanité. Le Pentagone et les services secrets présentent au président Nixon un plan audacieux à la limite de la science-fiction. Ils ne veulent pas seulement le photographier, ils veulent le récupérer, en entier. Code, missiles, technologie de communication. Nom de code de la mission, projet Azorian. Le défi en matière d'ingénierie est monstrueux. Il s'agit de soulever 1700 tonnes d'acier d'une profondeur de 5 km en affrontant une pression capable d'écraser le métal comme s'il s'agissait de papier d'aluminium, dans le plus grand secret et sous le regard vigilant des soviétiques. Mais ils ont besoin d'une couverture inattaquable. Et c'est là qu'entre en jeu l'homme le plus riche et le plus mystérieux d'Amérique, l'excentrique Howard Hughes. Une histoire de couverture méticuleuse est créée, la nouvelle se répand que Hughes construit un navire technologiquement avancé pour l'extraction minière sous-marine pionnière, le Hughes Glomar Explorer est un colosse. 188 mètres de long. Mais le véritable cœur du navire est caché sous la ligne de flottaison. Un énorme compartiment interne isolé de l'extérieur avec d'immenses portes au fond. À l'intérieur, une gigantesque et grotesque pince mécanique est assemblée en secret, conçue pour envelopper chirurgicalement la coque du Kappa 129. Nos vidéos sont entièrement réalisées avec des animations 3D. Aujourd'hui, je vous montre un outil essentiel pour accélérer notre flux de travail, Meshy AI. Normalement, modéliser des objets 3D demande des heures de travail. Meshy est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui réduit considérablement ses délais, en convertissant des images 2D en modèles 3D en quelques secondes. Prenons par exemple la pince que vous voyez dans cette vidéo. Au lieu de la créer de zéro, il a suffi de télécharger une seule photo de référence sur la plateforme. L'algorithme ne se limite pas à calculer la géométrie tridimensionnelle, il génère automatiquement l'intégralité du mappage UV et applique un ensemble complet de textures PBR à haute résolution. Le résultat final est un modèle parfait pour être importé directement dans notre projet. Vous trouverez le lien dans la description. Été 1974. 6 ans après le naufrage, le Glomar Explorer arrive enfin sur le site de l'épave. L'équipage, soumis à des clauses de confidentialité très strictes, sait qu'une seule erreur technique ou humaine peut tout faire échouer et déclencher une crise diplomatique internationale sans précédent. Mais juste au moment où l'opération entre dans sa phase la plus critique, les radars signalent un contact. Ils ne sont pas seuls dans cette étendue de mer isolée. Un navire soviétique lourdement équipé, rendu méfiant par cette présence prolongée inhabituelle, est apparu à l'horizon et pointe sa proue droit vers eux. La radio s'allume. Les soviétiques demandent des explications. C'est le moment de vérité. La couverture à des centaines de millions de dollars doit tenir maintenant ou jamais. L'opérateur américain appuie sur le bouton de transmission et répond avec une tranquillité glaciale. Nous effectuons des tests de prélèvement de minéraux sur le fond océanique. Les Russes répondirent « Combien de temps allez-vous rester ici ?» Pendant 2 ou 3 semaines. Les Russes scrutent l'énorme et bizarre navire américain. Ils envoient leurs hélicoptères survoler les ponts, prenant des dizaines de photos. Puis, incroyablement, ils tombent dans le panneau.
L'hélicoptère vire et retourne à la base. Le navire espion soviétique fait demi-tour et s'éloigne lentement, laissant derrière lui le vol le plus grand et le plus effronté de l'histoire humaine. La couverture a fonctionné. Maintenant, la pince peut descendre dans les abysses. La descente des tubes dure des jours entiers. L'obscurité tout en bas est totale, la pression immense. Finalement, les opérateurs voient les contours de l'épave apparaître sur les moniteurs granuleux des caméras sous-marines. Avec une manœuvre d'une précision millimétrique, la pince est abaissée et les gigantesques mâchoires hydrauliques commencent à se fermer, mordant l'acier froid de la coque. Prise confirmée. Centimètre par centimètre, le colosse soviétique est arraché au fond marin vaseux qui l'a gardé pendant des années. La remontée est encore plus lente et chargée de dangers que la descente. À bord, le silence est absolu. Mais à mi-chemin, à environ 2500 mètres de la surface, le désastre se produit. Une défaillance catastrophique. La pince perd en un instant sa prise sur une grande partie du sous-marin. La section arrière massive, contenant les missiles, les ogives nucléaires et l'inestimable salle des codes, c'est-à-dire l'objectif principal de la mission, se brise avec une secousse violente et replonge à nouveau et pour toujours dans l'obscurité profonde de l'océan. C'est un coup dévastateur. Les concepteurs et les dirigeants opérationnels regardent impuissants leurs rêves s'effondrer littéralement dans le vide, pulvérisant des années de planification. Mais l'opération n'est pas terminée. La section avant, plus petite, est toujours fermement tenue par la pince. Avec une manœuvre désespérée, ils parviennent à la tirer à l'intérieur du Moonpool et à fermer les lourdes portes avant que les Russes ne puissent s'apercevoir de quoi que ce soit. La pince n'a ramené à la surface qu'environ un tiers du sous-marin. Ils trouvent des instruments techniques d'un grand intérêt, 2 torpilles à tête nucléaire et, malheureusement, les corps intacts de 6 marins soviétiques. Les codes de chiffrement et les missiles balistiques sont restés au fond, désormais irrécupérables. Malgré le goût amer de cet échec partiel, on décide d'agir avec dignité. Les 6 marins soviétiques repêchés sont inhumés en mer selon la tradition avec tous les honneurs militaires. C'est une cérémonie émouvante, documentée sur pellicule, mais gardée rigoureusement secrète pendant de nombreuses années. L'opération Azorian est interrompue, le Glomar Explorer retourne au port et le secret semble destiné à résister à l'épreuve du temps. Mais en 1975, le légendaire journaliste d'investigation Seymour Hersh dévoile toute cette folle histoire dans les pages du Los Angeles Times. Le scandale médiatique est immense. Acculé par la presse, l'agence gouvernementale refuse de confirmer ou d'infirmer l'incident, créant une formule linguistique passée à la postérité sous le nom de célèbre réponse Glomar. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'existence ou la non-existence des informations demandées. Le Kappa 129 repose encore aujourd'hui pour les 2 tiers dans le silence glacial du Pacifique, et sa position exacte reste un secret classifié. Mais la folle histoire du projet Azorian demeure comme l'un des chapitres les plus incroyables, tendus et obscurs de toute la guerre froide. Un témoignage extraordinaire de la mesure dans laquelle 2 superpuissances étaient prêtes à aller pour s'assurer un avantage stratégique, même à 5000 mètres de profondeur.